L'entrevue Agri Demain, on se retrouve finalement pour un sujet d'actualité. Il est vrai que ce salon, ce sont les retrouvailles, mais pour autant, le monde évolue, il bouge. La géopolitique nous crée quelques contorsions. Jean-Jacques Hervé, ravi de vous accueillir. Merci. Président de l'Académie d'agriculture de France. Oui, c'est ça. Important parce que vous êtes aussi grand spécialiste finalement des marchés de l'Est et plus particulièrement de l'Ukraine. De l'Ukraine et de la Russie, oui. Oui. Je suis en Ukraine depuis 2004. Ouais. Ouais, ça fait du monde. Hein. Ça fait quand même déjà Voilà. un peu de recul. Alors c'est vrai que c'est un grand pays, l'Ukraine. Ouais, c'est un pays à 40 millions d'hectares de terres agricoles. Ouais. Par rapport à la France, on est à peu près... C'est presque pas tout à fait 2 fois la superficie agricole de la France. Et c'est un tout petit peu plus grand que la France. Voilà, avec une population un peu moindre. Une population nettement moindre. Ouais. Elle est aujourd'hui d'à peu près 35 à 37 millions d'habitants, après les événements de ces dernières années qui ont fait... beaucoup de gens sont partis vers la Pologne, vers l'Allemagne pour les temps meilleurs. Voilà. C'est un grand pays qui est en grand développement de son potentiel agricole. Il a la chance d'avoir 60% de terres noires, extrêmement fertiles, qui en faisait d'ailleurs le bassin alimentaire de la Russie soviétique, en sucre, en blé, etc. Et donc, depuis l'indépendance en 91, le pays a fait plusieurs révolutions, je dirais. Il est devenu un producteur international. Il produit de quoi nourrir 100 millions de personnes. Et l'année dernière, il a franchi le cap des 100 millions de tonnes de grains, alors que quand j'y suis arrivé comme conseiller du gouvernement d'Ukraine, au moment de la révolution orange, vous savez, le président Grélé, il produisait un petit 40 millions de tonnes. Et donc il a doublé sa production, plus que doublé sa production, et le potentiel sur ces 40 millions d'hectares de terres agricoles, c'est en gros 5 tonnes à l'hectare, 400 millions de tonnes. Voilà. Alors je me mets en inquiétude, je dirais, d'une consommatrice, d'un consommateur français ici. Oui. On entend, et je dirais à juste raison, que nous consommons local, que nous consommons français bien évidemment, que nous consommons européen dans le pire des cas. En quoi finalement cette géopolitique, ce climat de guerre pourrait finalement nous créer soucis ou nous poser des problèmes sur nos souverainetés alimentaires? C'est que l'Ukraine est donc, avec une petite population par rapport à sa production, fondamentalement un exportateur. Bien entendu, oui. Il est un exportateur de blé, de maïs, de tournesol et de soja. Nos producteurs, nos transformateurs d'aliments pour le bétail sont des importateurs de maïs. Ça coûte beaucoup moins cher de produire du maïs en Ukraine ou en Russie. 100 $, la tonne à peu près. Un peu plus avec le renchérissement récent du pétrole. Et donc c'est très tentant pour l'industrie de l'aliment de prendre une matière première qui peut coûter un peu moins cher, qui est compétitive, qui n'est pas de mauvaise qualité. C'est tentant pour les pays de l'Europe, de l'Afrique du Nord, d'acheter du blé ukrainien ou russe qui flirte avec les 12-13% de protéines. Les pays qui s'alimentent avec la farine sont très contents d'avoir ces produits. Et bon, c'était avant les événements de ces jours derniers, c'était une carte formidable. Et moi, personnellement, je plaidais d'ailleurs pour que les producteurs agricoles français établissent des relations professionnelles avec leurs homologues producteurs ukrainiens. Pas avec les importateurs qui sont des traders, qui sont des gens qui font du commerce, mais avec les producteurs qui sont soumis au même problème que nos propres producteurs. Et je pense même que, en fait, nous aurions pu, je ne sais pas ce qui va se faire maintenant, mais nous aurions pu trouver des partenariats gagnant-gagnant, en mettant à côté de nos qualités de sécurité, de fiabilité, les qualités propres à la production de ces pays, vers les pays importateurs. En gros, avec un raisonnement un peu bébête, mais vous m'en pardonnerez, parfois ils ne sont pas complètement faux. Si chez nous, ça coûte 200 € de faire une tonne de blé et que ça coûte 100 là-bas, on peut peut-être s'entendre pour faire... une tonne à 100, une tonne à 200 dans le même bateau, et puis choisir des teneurs en protéines qui correspondent aux besoins. Et là, nous serions vraiment très très bons exportateurs, ensemble. Le danger, les événements récents perturbent complètement ce jeu et cette stratégie qu'on pouvait imaginer construire. Alors à défaut d'une pénurie, je dirais, pour le consommateur moyen français, c'est une inflation qui peut éventuellement se profiler à moyen terme? C'est absolument certain. C'est absolument certain. Enfin, une inflation sur le prix de nos... que nous décidions. Moi, je pense que la Russie
compte tenu du niveau de corruption de son élite, ne peut être touché que par le porte-monnaie. Aujourd'hui, même cela, je m'interroge parce que le caractère absolument inattendu et monstrueux des attaques contre l'Union européenne, c'est elle qui est visée, c'est pas l'Ukraine. La Russie est prête à tout. Elle est prête à fermer elle-même le robinet du gaz. Je pense qu'on aurait pu le fermer, nous, un petit peu. Se dire, on va en acheter 20 ou 30% de moins. On va faire un peu plus avec les Norvégiens. On va aider des pays du sud de la Méditerranée qui nous en voudraient sans doute pas de les aider à avoir un peu plus de recettes d'exportation. Ouais. Et là, on pourrait à ce moment-là, on se tourne vers l'Algérie essentiellement. L'Algérie, oui, sans doute. Peut-être la Libye, je ne sais pas. On aurait pu en tout cas envoyer un signal très fort à ceux qui gagnent de l'argent sur ces exportations russes. Maintenant, c'est presque impossible. Parce que c'est Poutine qui va dire « je vais réduire de 20% les exportations de gaz vers l'Europe, mais comme le prix va augmenter de 40%, je vais gagner 20% ou 25% de plus. » Donc on a une arme aujourd'hui qui peut se retourner contre nous. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut hâter les programmes d'indépendance énergétique. Ça, c'est une évidence. Ça ne va pas se faire instantanément, mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que c'est un moment où nous devons cesser d'être à ce point dépendants d'un seul fournisseur. Ensuite, que peut faire la Russie? Là, elle a sans doute besoin, si elle ne vend plus autant de gaz, si l'Europe se détourne un peu de ça, fait un peu d'achat de gaz américain, de gaz de schiste américain, augmente ses achats chez ses propres producteurs, en Écosse, en Norvège notamment, et en Algérie, la Russie va se trouver privée d'un certain nombre de ressources. La Chine est là peut-être. La Chine est là, mais la Chine elle va pas acheter à des prix aussi attractifs pour l'exportateur russe que l'Europe. À moins d'impact secret. À moins de pacte secret. On entend ici et là. Je vois mal, vous savez, la Russie, la Chine doit être dans ses petits souliers parce que son projet de route de la soie, il est plus orienté vers l'Europe que vers la Russie. Avec la Russie, elle obtient ce qu'elle veut. La Sibérie est vide de Russes, pratiquement. Et Poutine, d'ailleurs, il y a quelques mois, concédé 1,5 million d'hectares de terre à la Chine pour qu'elle les cultive et qu'elle y investisse. Donc la Chine sait qu'elle peut aller là-bas sans trop de problèmes. Et la Chine est plus intéressée par les marchés européens, bien entendu. Donc Poutine ne peut pas fonder de gros espoirs sur la Chine. Même peut-être pour l'eau potable, peut-être pour le bois, mais pas à des prix aussi élevés. Donc il aura besoin de continuer d'exporter ce que l'effet des contre-sanctions qu'il a prises lui ont permis de développer dans son propre pays. Il a laissé ses entreprises qui végétaient se remettre à produire dans l'agriculture. Et on a vu un boom quand même. La Russie est devenue l'année dernière le premier exportateur mondial de blé. Et je vois que derrière, ce sont de grands groupes que j'ai connus quand j'étais conseiller agricole à Moscou et que je vois aujourd'hui de taille quasiment mondiale. Donc je pense que ces groupes vont pousser pour dire « laissez-nous exporter ». La Russie va peut-être chercher à utiliser les ports d'Ukraine, qui sont effectivement des ports en eau profonde. Elle n'en a qu'un, Novorossiysk, la mer Noire. Et donc je ne pense pas que la Russie ait avantage à détruire les ports de la mer Noire. Je pense qu'elle a même intérêt à faire en sorte que ça puisse s'exporter. Parce que ça va lui coûter une fortune, ce conflit. Et elle ne va pas mettre beaucoup de budget sur l'Ukraine. Donc si les exportateurs ukrainiens peuvent continuer d'exporter, je pense que ça fera les affaires de Poutine. Ici en France, les semaines prochaines vont être déterminantes. C'est là où finalement les enjeux vont s'accumuler. Les enjeux aussi liés à une présidentielle, parce que face finalement à cette géopolitique, une Europe forte est peut-être la seule arme utile face à ces grands blocs chinois et soviétiques. Écoutez, moi ce qui m'inquiète, c'est les nouvelles que j'ai reçues il y a une heure ou deux, qui montrent que M. Poutine a donné l'ordre au chef des armées de porter au plus haut niveau la vigilance dissuasion nucléaire. Donc je suis très inquiet par la dimension de ce qui se trame. Je me demande si effectivement M. Poutine ne se prépare pas au-delà de l'Ukraine et de la Biélorussie, dans des conditions différentes de maîtrise, ne s'apprête pas à attaquer la Géorgie, la Moldavie, les États baltes et peut-être l'Est de la Pologne. Et là, à partir de tel moment,
les événements précédents étant tellement inattendus d'une certaine manière, qu'on peut s'attendre à beaucoup d'autres choses. Et donc si nous sommes dans une configuration de ce type, de type préliminaire à un conflit généralisé sur le territoire nord-européen et peut-être mondial, il y a peu de scénarios qui tiennent la route. On va pas comment dirais-je, être capable de faire des choses. Moi je pense qu'on a intérêt à resserrer les boulons avec l'Union européenne, avec l'Union européenne et avec l'Ukraine. Je crois qu'on a intérêt à renforcer ces partenariats et à consolider nos relations avec les États baltes. Ce qui est fait, on ne va pas le refaire. Je pense que Poutine, à un moment donné, a été extrêmement choqué que ce qui avait été considéré comme une promesse faite par les Américains, Gorbatchev, au moment de l'effondrement du mur de Berlin, n'a pas été respecté. C'est-à-dire que l'engagement, c'était de ne pas réarmer avec des équipements de l'OTAN les nouveaux pays. Je comprends que Poutine ait réagi contre ça. Ça n'explique pas le caractère dramatique de l'agression qu'il conduit aujourd'hui sur le territoire de l'Ukraine et qu'il menace tout autour. Mais c'est un fait que nous aurions peut-être gagné, et il n'est peut-être pas encore trop tard pour dire, écoutez, la question de l'OTAN, on va la mettre de côté pour le moment sur cette zone. On a déjà le dispositif OTAN dans des pays OTAN, et on a déjà des balistiques qui nous permettent de riposter à une éventuelle attaque de la Russie. Pour en fait supprimer l'ensemble des motifs qui peuvent conduire à une popularité de Poutine chez lui. Elle est faible. Mais il a tellement mis en prison les dissidents, les contestataires et même les plus modérés qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il est irremplaçable. Je pense que nous devons nous préoccuper de l'opinion des Russes, de Russie. Je ne sais pas très bien comment faire ça. Est-ce qu'il faut envoyer des drones qui vont lâcher des messages en papier sur le territoire? Est-ce qu'il faut essayer d'envoyer des messages? Mais aujourd'hui, par exemple, utiliser Facebook ou Messenger pour parler avec ses amis russes, c'est quasiment impossible. Je cherche à le faire et je n'y arrive pas. Bon, on le voit, cette géopolitique, en tout cas, nous impacte. Une quête aussi vers une souveraineté alimentaire française, européenne, ça sera certainement une problématique, un enjeu dans les semaines à venir. Je pense que nous avons intérêt quand même à nous dire que nous avons une fonction exportatrice, en particulier sur des aliments de base, et que nous serions plus forts si nous avions des partenariats, en particulier avec cette production ukrainienne, qui est surnuméraire. Moi, j'apprends depuis des années, comme agronome, que nous avons besoin de cultiver tout ce qui est cultivable dans le monde pour relever le défi de l'alimentation des 50 ans qui viennent. Et donc, ne nous privons pas des capacités de production du plus grand pays agricole de l'Europe géographique. Ne nous privons pas de ça. Cherchons à trouver des partenariats intelligents en mettant de côté ce qui est l'objet de conflits majeurs. Et voilà. Et moi, je suis inquiet de voir que l'Algérie boude nos céréales. Que le Maroc m'a invité, quand j'étais en Ukraine, au Crédit Agricole, de leur expliquer comment il fallait faire pour acheter en Ukraine. Et donc je me dis, oui, on a quelque chose à faire là, on a quelque chose d'important à faire. En effet, pour se nourrir et nous nourrir et préserver nos productions. On le voit, Jean-Jacques, merci de vos éclaircissements sur cette problématique ukrainienne qui finalement peut nous impacter dans les semaines à venir. Absolument. À bientôt. Merci.